Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La 5e conférence internationale sur le développement de l'Afrique TICAD s'ouvre demain à Yokohama, au pays du soleil levant, en présence d'une soixantaine de dirigeants du continent africain qui aborderont avec leurs hôtes japonais les besoins de développement de leur pays. Une centrale solaire pour le palais de Koh Siam. Elle a été réalisée par la Chine-Taïwan qui permet ainsi à la présidence du Faso de réduire sa facture énergétique et de s'inscrire dans la dynamique des énergies renouvelables. Le Premier ministère a évalué aujourd'hui les projets placés sous sa tutelle technique. 3 des 4 projets et programmes ont reçu un satisfecit de la rencontre d'évaluation sur la base du critère d'efficacité et de bonne gouvernance. C'est demain donc que s'ouvre à Yokohama, au Japon, la 5e conférence internationale sur le développement de l'Afrique TICAD. Le président du Faso prend part à cette rencontre. Aux côtés de ses pairs africains, les préparatifs de cette 5e TICAD ont mis l'accent sur la rencontre entre les peuples africains et japonais. Reportage de nos envoyés spéciaux, Agima David Tombiano, Oumarou Zungrana. Au centre de l'île de Honshu, Yokohama dresse sur la face de la Terre les tours de la 3e puissance économique du monde. C'est vers là que convergent une soixantaine de délégations africaines pour la 5e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui s'ouvre ce 1er juin 2013. Le président Compaoré participe pour la 5e fois à cette TICAD qui se propose d'œuvrer pour renforcer la croissance du PIB des pays africains et d'entreprendre la mise en place d'un plan de développement post-2015. À Tokyo, l'Afrique compte 38 ambassades et qui se retrouvent dans un groupe des ambassadeurs africains à Tokyo. Leur engagement a permis au gouvernement japonais d'adopter le principe de la participation de l'Union africaine comme co-organisateur. L'archipel s'est préparé toute l'année durant à cette rencontre qui se tient de Le premier acte aura été la multiplication de plateformes de communion entre peuples japonais et africains et notamment à travers Madame le maire, qui cette année a mis en place un programme qui est appelé Une école, un pays africain. Et notre implication à ce niveau a été telle qu'à nous, on nous a affecté même 2 écoles. Donc 2 écoles affectées au Burkina. Et comme activité majeure avec ces écoles, nous avons procédé à des rencontres au cours desquelles nous avons présenté le Burkina Faso aux élèves. Nous avons échangé avec la direction de l'école et de manière à leur donner une image beaucoup plus concrète de notre pays et également de faire en sorte que cette génération grandisse avec à l'esprit que l'Afrique est un continent qui compte. L'Afrique est un continent avec qui le Japon devrait renforcer sa coopération. La promotion de l'Afrique s'est jouée également dans les gares. Sur cette plateforme, le secteur privé japonais est appelé à rentrer en relation d'affaires avec le continent africain. Depuis la 4e TICAD, le développement de relations commerciales et les investissements nippons en Afrique sont perçus comme un ferment appelé à porter le développement en Afrique. Le palais de Koh Siam, désormais éclairé au soleil, une centrale solaire d'une capacité de 201 kW a été inaugurée ce matin à la présidence du Faso. Cette infrastructure, qui va fournir 50% des besoins énergétiques de la présidence, a été réalisée par la République de Chine-Taïwan. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération entre Taipei et Ouagadougou. Reportage Adama Koulibaly. 12 rangées de 82 panneaux solaires chacune, soit un total de 984, c'est le nombre qu'il a fallu pour fournir les 200 kW de cette centrale photovoltaïque mise en place par la République de Chine-Taïwan au profit de la présidence du Faso. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du projet éclairage public solaire et installation d'une centrale solaire photovoltaïque renouvelée lors de la 9e commission mixte entre les 2 États.
C'est notre logique d'aider le Burkina Faso à développer l'industrie de l'énergie solaire. Et comme vous pouvez constater aujourd'hui, avec 984 panneaux solaires, on peut produire 201 kW d'électricité. Pour la présidence du Faso, ça représente à près 50% la consommation d'électricité. La puissance est de 201,5 kW et la production journalière dépend en fait de beaucoup de facteurs. Puisque par exemple, en avril, avec la température, nous avons moins de production. Parce que la production journalière n'est pas constante. Voilà. Le plus important, c'est la puissance injectée pour compenser la production ou du moins la facture annuelle. Avec une économie de près de 38 millions de francs CFA par an, cette centrale qui devrait donc couvrir la moitié des besoins en énergie de la présidence du Faso a nécessité un coût de réalisation de plus de 650 millions de francs CFA. Fruit d'un partenariat technique exemplaire, cette infrastructure innovante qui ne génère aucun effet radioactif ni de gaz polluants conforte l'action du gouvernement dans l'édification d'une économie verte et présente pour le Burkina Faso, pays sahélien constamment éprouvé par les déficits pluviométriques, des avantages immenses dans la sauvegarde des équilibres écologiques. Après le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la présidence du Faso est la deuxième institution à bénéficier de cette technologie et la liste des futurs bénéficiaires est longue au regard des 8 heures d'insolation quotidienne au Burkina Faso. Les projets et programmes placés sous la tutelle technique du Premier ministère étaient au centre d'une revue présidée par le chef du gouvernement. Sur un total de 4 projets et programmes, 3 ont été évalués sur les critères d'efficacité et de bonne gouvernance. Il s'agit du programme renforcement de la formation professionnelle, le projet pôle de croissance de Bagré, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncé. Sié Sylvestre Da, reportage. Sur un total de 4 projets et programmes en cours d'exécution sous tutelle technique du Premier ministère, 3 ont été soumis à évaluation. Ce sont le programme de renforcement de la formation professionnelle, le projet pôle de croissance de Bagré et la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncé. Les résultats des travaux du comité unique d'évaluation présentés aux membres de cette assemblée sectorielle de la primature montrent tous les 3 projets classés projets verts avec des notes supérieures à 40 sur 50. Les critères d'évaluation, c'est sur la qualité de la gouvernance, c'est sur les questions de délai, donc de réaction au niveau financier, c'est sur la qualité également donc, des résultats en termes d'activités présentées donc, par les différents projets et programmes. Le retard dans les délais de production des pièces justificatives est le point commun de contre-performance de l'ensemble des 3 projets du Premier ministère classés au vert. Quant au 4e projet, le Millennium Challenge et compte notamment, son évaluation va relever des différentes structures dans lesquelles il intervient. Le MCA se présente comme un programme qui s'exécute par des projets donc qui sont implantés dans d'autres départements ministériels. Et c'est au niveau de ces départements ministériels qu'il conviendra d'évaluer donc ces projets à prendre en compte au niveau du MCA. Cette assemblée sectorielle devra faire des propositions et identifier les mesures susceptibles de dynamiser et de rationaliser davantage la mise en œuvre des projets et programmes sous tutelle du Premier ministère. Les résultats des travaux seront reversés au ministère de l'Économie et des Finances pour un travail de consolidation afin de présenter un rapport d'ensemble à la prochaine Assemblée générale des projets et programmes prévus pour le mois de juillet. La 5e session du comité de suivi de la mise en œuvre des réformes consensuelles s'est achevée ce matin à Ouagadougou. Pendant 16 jours, les conseillers ont examiné et adopté les rapports sur l'état de mise en œuvre des réformes et échangé sur la configuration du futur Sénat et son coût qui alimente ces derniers temps les débats. Reportage Nyarkiteda. C'est une session décisive car elle est l'une des dernières des membres avant la remise des différents rapports sur la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles. Les conseillers ont à cet effet, en une quinzaine de jours, passé en revue les différentes recommandations issues du CCRP et des assises nationales, mais surtout mesurer les degrés de mise en œuvre. Que ce soit des textes de loi, que ce soit même la révision d'abord de la Constitution en juin 2012,
que ce soit l'élaboration des textes de loi, que ce soit les lois organiques sur le médiateur du FASO, sur le Conseil supérieur de la communication, sur le Sénat, et même bientôt sur le Conseil constitutionnel, parce que nous avons fait des recommandations concernant le Conseil constitutionnel, que ce soit les lois ordinaires portant sur le statut du chef de file de l'opposition, sur le financement des campagnes électorales, sur bien d'autres aspects. Il y a des textes de loi qui sont déjà rédigés sur la base des recommandations consensuelles que nous avons eues ici, même si toutes ces lois ne sont pas encore adoptées par l'Assemblée nationale. Il y a donc une avancée significative et au dire des conseillers, c'est une avancée qui a respecté l'esprit des recommandations. L'esprit qui a prévalu tout au long des travaux a effectivement été respecté dans toute la mise en œuvre. Nous pouvons également dire que la plupart des conclusions consensuelles connaissent un très bon niveau de mise en œuvre. La lettre et l'esprit des réformes consensuelles a été respectée et nous pensons que nous avons joué notre partition. À cette session, les conseillers ont également échangé en long sur la mise en œuvre du futur Sénat. Une occasion pour le président du comité, le ministre d'État, de donner plus d'informations aux conseillers sur la nouvelle chambre qui va naître. Une chambre dont le budget annuel alimente actuellement les débats, car pour beaucoup, il va coûter environ 6 milliards de francs CFA. Et devant les journalistes, le ministre en charge des réformes politiques assure. Ce que je sais, et que j'ai même dit devant tous les députés, c'est que dans le budget 2013, comme il était prévu que le Sénat soit mis en place, on a prévu une provision budgétaire de 3 milliards, de façon à ce que l'institution puisse vraiment s'installer dans les meilleurs délais. Entre communication, explication et débat, le tout dans un esprit de convivialité, les membres du comité de suivi de la mise en œuvre et d'évaluation des réformes politiques consensuelles ont adopté les différents rapports sur l'état de mise en œuvre des réformes consensuelles. L'ADF-RDA continue de former ses cadres pour renforcer leurs compétences. À Koudougou, le parti a choisi de travailler autour de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD. Il s'agit de faire le bilan du référentiel dans son application en mettant en exergue la politique libérale défendue par l'ADF-RDA. Jacques Lamissa Tarpaga. L'ADF-RDA poursuit la formation de ses cadres. Cette fois, le sujet porte sur la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, la SCAD. Il s'agit de faire ressortir les similitudes et les différences entre ce référentiel et le programme politique du parti. Et il sera question donc de l'examen des 4 axes de la SCAD, en commençant donc par l'accélération de la croissance, en passant par le développement sur le capital humain, sur la question du capital humain, et aussi en faisant donc la relation de ces 4 axes avec notre programme politique, notre option libérale, parce que vous savez que nous parlons de libéralisme solidaire et nous constatons justement que dans cette SCAD, ce sont des politiques libérales qui sont mises en œuvre, il faut dire les choses comme elles sont, et nous allons faire le bilan aussi de la mise en œuvre de ces politiques et apporter aussi notre contribution par rapport à la bonne exécution de ce programme et de ces politiques sectorielles. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain est en partenariat avec le parti centriste suédois pour ces sessions de formation, un partage d'expérience qui permet au parti de l'éléphant de maintenir ses cadres au diapason des évolutions politiques du monde. Les députés ont examiné et adopté hier 2 projets de loi. Il s'agit de la loi d'orientation de l'investissement au Burkina et la loi habilitant le gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance la ratification d'accords de financement des appuis budgétaires. Ce sont les derniers projets de loi à l'ordre du jour de cette première session ordinaire de la 5e législature. Reportage Sylvain Vebamba. Pour une dernière plénière consacrée à l'examen de projets de loi de cette première session ordinaire de la 5e législature, les députés ont adopté des textes de portée économique pour notre pays. Le premier dossier est relatif au projet de loi portant loi d'orientation de l'investissement au Burkina Faso. Pour le gouvernement, l'adoption de cette loi se justifie non seulement par la nécessité d'offrir un cadre normatif cohérent aux investissements, mais également de favoriser la croissance et la diversification de l'économie sur la base d'un développement harmonieux du secteur privé et des investissements. Le projet de loi d'orientation de l'investissement au Burkina Faso a pour objectif principal de créer un cadre institutionnel et juridique
favorable et pour booster les investissements tant privés et nationaux qu'internationaux. Il s'inscrit également dans le cadre de la réalisation de la sécurisation des investissements privés. Quant à la loi d'habilitation, elle autorise le gouvernement à recourir aux ordonnances pour la ratification des accords de financement des appuis budgétaires, et cela dans l'intercession du 31 mai au 31 décembre 2013. Avec la loi d'habilitation que nous avions eue pour une année, même si la session n'est pas ouverte, nous pouvions continuer sur la base d'ordonnances signées des lois d'habilitation pour ratifier plutôt ces lois et pouvoir bénéficier des appuis budgétaires avec les partenaires techniques et financiers. L'opposition estimant que malgré les efforts fournis par le gouvernement, les lois d'habilitation qui sont l'expression du retrait des prérogatives de la représentation nationale sont en passe de devenir une habitude pour le gouvernement, s'est donc abstenu. Aussi, ce dernier dossier a été adopté à 86 voix pour, 0 contre et 25 abstentions, tandis que la loi d'orientation de l'investissement a été adoptée à l'unanimité des 111 votants. La Chambre consulaire et régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a tenu à Ouagadougou sa 13e Assemblée générale. La rencontre s'est penchée sur l'avenir de la Chambre et sur les mesures à prendre pour dynamiser le secteur public privé, plutôt ouest-africain. Oumou Sissé, Sylvestre Da. Après la 12e session tenue à Niamey, c'est au tour de Ouagadougou d'abriter la 13e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CCR-UEMOA. Pendant 2 jours, les membres de la Chambre et le secteur privé burkinabé vont mener des réflexions pour dynamiser le secteur privé au sein de l'espace UEMOA. Nous avons fait beaucoup de réformes et certaines de ces réformes ont permis véritablement d'augmenter nos échanges intracommunautaires, d'augmenter la compétitivité de nos entreprises, mais il reste beaucoup à faire. Il reste à faire parce que jusqu'à présent, nos échanges intracommunautaires n'ont pas dépassé 20%. Le baromètre de l'échec ou de la réussite de l'intégration, c'est l'échange entre nos pays. Ce qui passe par une intégration totale dans l'espace à travers la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi la baisse du taux de fiscalité dans les pays membres de l'Union. Nous allons parler d'autres choses, notamment de la double imposition, de la libre circulation, des problèmes de foire et surtout d'un problème capital pour le secteur privé, le financement du secteur privé. Et nous avons pour ambition d'organiser un forum de très haut niveau où nous allons inviter non seulement les acteurs, mais les décideurs concernant ce problème de financement pour qu'une fois pour toutes, on en parle, on trouve des solutions afin de pouvoir assurer la création, la promotion des petites et moyennes entreprises, parce que notre avenir se trouve dans les petites et moyennes entreprises. La Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal. Selon son président Ibrahim Idi Ango, c'est en Afrique que va se jouer le destin économique de la planète. Par conséquent, il demande aux opérateurs du secteur privé et public de faire de leurs entreprises des entreprises compétitives. Les élections consulaires sont prévues au Burkina en juillet prochain et pour préparer cet échéance, la Chambre de commerce et d'industrie organise une série de rencontres avec les acteurs décentralisés. Ainsi, les gouverneurs des 13 régions ont eu ce matin une concertation avec les responsables de la Chambre de commerce. Reportage Peggy Wedraogo. Le dimanche 21 juillet prochain, il est prévu se tenir les élections des membres consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ces élections se tiennent cette année dans un contexte particulier car une avancée est à relever. Il s'agit du déploiement de la Chambre de commerce dans les 13 régions et les 45 provinces du Burkina Faso. L'Assemblée consulaire de notre institution est composée actuellement de 85 élus consulaires, répartis dans seulement 11 provinces. La répartition actuelle des sièges ne prend pas en compte l'évolution de certains secteurs marchands, tels que la microfinance, l'intermédiation financière, les soins de santé dispensés par les cliniques et polycliniques, l'enseignement privé, la communication et la petite industrie de transformation. Dans la salle de conférence de la Chambre de commerce, ils étaient proches, les premiers acteurs régionaux que sont les gouverneurs. Et pour cause, ils sont réunis pour un séminaire d'information sur le processus électoral, matérialisant par ailleurs
une perspective de collaboration durable. Le but du séminaire d'information de ce matin est de partager avec vous les dispositions que nous comptons prendre pour réussir au mieux ce processus électoral. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso veut ainsi toucher tous les acteurs régionaux en vue de consolider la place de choix qu'elle occupe au service de la prospérité économique de tout le pays. Autre rencontre, celle de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina. Elle tient sa 10e Assemblée générale, une Assemblée générale qui va échanger sur les défis qui se présentent à l'association, mais qui va aussi renouveler les organes dirigeants de l'association. Reportage Drissa Séré. Les acteurs des systèmes financiers décentralisés se retrouvent pour dresser le bilan de leurs activités au titre de l'exercice 2012. En 2012, la vie de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina a été marquée par des réalisations majeures. Accroissement du nombre des adhérents, augmentation du montant de l'épargne collectée et de l'encours des crédits octroyés. Malgré les succès enregistrés, de nombreux défis restent à relever. Nous sommes confiants quant à l'avenir de par l'engagement de l'ensemble de nos membres, de par également l'engagement de l'État burkinabé, qui chaque jour que Dieu fait est à nos côtés et qui, à travers la stratégie nationale de microfinance, a mis en place un certain nombre de structures pour justement faire la promotion et mieux contrôler le secteur de la microfinance. Nous avons également les partenaires techniques et financiers qui ont manifesté à maintes reprises leur accompagnement pour ce secteur. Gouvernance, qualité du système d'information et de gestion de l'information financière, mise en place d'un système de contrôle interne, transparence vis-à-vis de la clientèle, lutte contre le blanchiment d'argent. La loi communautaire fait obligation aux acteurs du secteur financier de circonscrire les risques de défaillance afin de sécuriser les épargnants. Ce rendez-vous annuel met l'accent sur la mise en conformité avec cette exigence. Nous sommes déjà très heureux de voir que la presque totalité des membres sont là. C'est la preuve qu'ils adhèrent à leur association professionnelle. Nous souhaitons que les débats soient francs et fructueux et que notre association sorte grandie justement de ces assises. L'Assemblée générale a aussi pour prérogative de renouveler en partie les membres du conseil d'administration et du commissariat aux comptes. Signature de convention entre le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, les opérateurs de transport et la société Scanning System, qui a en charge la gestion du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. Cette convention fixe le taux de la redevance pour le passage au poste de contrôle juxtaposé. Cet accord permettra au poste de rentrer en fonction dans les prochains mois. Yolande Lompo, précision. Réalisé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le but d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace communautaire UEMOA, la gestion du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé a été confiée à la société Scanning System en 2009. L'analyse des conditions de circulation sur les axes routiers inter-États laisse apparaître des dysfonctionnements et des pratiques anormales qui se traduisent en termes de rallongement des délais d'acheminement et de surcoût des marchandises à la consommation finale. Aussi, une commission ad hoc avait été mise en place par le gouvernement burkinabé et les négociations avec les deux parties qui se sont déroulées à Ouagadougou et à Abidjan ont débouché sur une issue heureuse. Il s'agissait essentiellement de la question de la traversée, de la question donc de la redevance, qui était fixée à 50 000 francs, conformément donc au texte de l'UEMOA et aux négociations entre l'UEMOA et Scanning System. Et pour les transporteurs qui coûtaient évidemment cher, parce que vous savez qu'au-delà donc de cette redevance à payer, les transporteurs sont astreints au paiement donc d'un certain nombre de ce que je pourrais appeler de taxes non autorisées, des perceptions illicites qui grèvent véritablement le coût du transport, le coût de la traversée. La signature de la présente convention consacre la fin d'une période d'incertitude qui était née des divergences de vues entre les opérateurs de transport et le concessionnaire. Et pour compter du 1er juillet 2013, cette redevance entrera en vigueur
avec le fonctionnement effectif du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, a signé hier plusieurs conventions avec des radios et télévisions du Burkina. Ce acte confère à ces médias une autorisation d'exploitation de fréquences pour une durée de 5 ans. Ce partenariat engage également les médias au respect des textes régissant le secteur de la communication. Ramatou Zida, Sylvestre Da. Différentes signatures de convention entre la présidente du Conseil supérieur de la communication et une trentaine de médias audio et audiovisuels du Burkina, et chacun de ces médias obtient le feu vert pour continuer à exploiter sa fréquence. Les autorisations sont valables pour 5 ans et les délais courent à partir de ce jeudi 30 mai, date de signature des conventions. Nous avons réuni une trentaine de radios réparties en radio communale, en radio associative, en radio commerciale et en radio confessionnelle pour signer ou re-signer les conventions et saisir l'occasion pour les inviter à s'approprier le contenu de ces conventions et à les mettre en œuvre scrupuleusement, mais également à respecter les autres textes législatifs ou réglementaires qui régissent le secteur de la communication. Ces autorisations d'exploitation des fréquences impliquent non seulement le respect des lois régissant le secteur des médias au Burkina, mais aussi le respect des règles d'éthique et de déontologie, ainsi qu'une culture de l'autorégulation au sein de chaque rédaction. Il n'y a rien d'honorable que de se retrouver dans une situation où vous êtes en conformité avec la réglementation et la loi. Lorsque vous signez une convention, il y a des droits et des devoirs pour chacune des parties. Et la commune de Ouagadougou, en tout cas, est prête, comme elle l'a toujours fait depuis la première signature des conventions, à respecter ses engagements vis-à-vis, en tout cas, des prescriptions contractuelles. À l'occasion de cette cérémonie solennelle de signature de convention, la présidente du Conseil supérieur de la communication a invité l'ensemble des médias à plus de professionnalisme. Dans cette optique, son institution s'engage pour cette année 2013 à organiser des sessions en renforcement des capacités au profit des hommes et des femmes des médias du Burkina. Ouvrons maintenant une longue page santé, une épine de moins dans le pied des populations du Nord qui faisaient de longs trajets pour des questions de radiologie. La République de Chine vient de doter le centre hospitalier régional de Waiguya d'un scanner inauguré mercredi par l'ambassadeur de Taïwan. Ce matériel médical performant a été accueilli avec soulagement par les populations et les autorités de la région. Nyarki Teda. Après Kaya et Koutougou, c'est au tour du centre hospitalier régional de Waiguya de bénéficier d'un scanner. D'un montant de 58 millions de francs CFA, cet appareil médical octroyé par la République de Chine en Taïwan va résoudre les besoins en radiologie et en imagerie médicale de l'hôpital. Aujourd'hui, la réception du scanner participe au relèvement du plateau technique de l'hôpital de Waiguya, du centre hospitalier régional de Waiguya. Et nous ne pouvons que nous féliciter de cela. Pour assurer la bonne maîtrise du matériel, une équipe de 3 personnes a été formée à Taïwan. Et la direction du centre hospitalier régional de Waiguya ne cache pas sa satisfaction car le scanner va permettre d'améliorer la prise en charge des patients dans la région du Nord. Le besoin à ce niveau-là est énorme et ça va permettre à rapprocher davantage les prestations. Les populations de la région du Nord n'auront plus besoin pour des questions de scanner pour se rendre ailleurs, notamment à Ouagadougou. Le domaine de la santé occupe une place de choix dans la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Et chez nous, on a une plateforme qui accueille toutes les informations concernant les matériels rénovés et tout ça. Donc on travaille toujours à travers de cette plateforme pour essayer d'offrir le maximum qui répond aux besoins dans le domaine de la santé de Burkina Faso. Le centre hospitalier régional de Tinkodougou est le prochain hôpital qui va bénéficier d'un scanner de la part toujours des Taïwanais. La journée mondiale de lutte contre le tabagisme est célébrée ce 31 mai. De nos jours, de plus en plus de femmes fument sous nos contrées. Des femmes qui abusent du tabac sans savoir comment elles en sont venues au tabagisme et quelles conséquences pour leur santé. À Bobo Dioulasso, Nathalie Kaoré a mené son enquête et voici son reportage. À Bobo Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, nous avons rencontré des femmes qui fument et qui ont accepté de témoigner sur leur vie dans la cigarette. Cigarette allumée en main et entre deux bouffées tirées,
elles ont préféré s'exprimer dans l'anonymat. J'ai commencé à fumer en 98, mais en cachette. Et en 2000, j'ai commencé vraiment à fumer, pour de bon. J'avais des amis qui fumaient. Tous mes amis dans le quartier prenaient le thé le soir, les après-midi et tout. Et ça fumait. Je trouvais ça sexy. Moi, j'ai commencé à fumer depuis 1999. J'avais une amie qui fumait. Donc, quand je prenais, je fume et puis je lui passe. Donc, j'ai plus goût à ça. Baisse de fertilité, mauvaise évolution de la grossesse, mauvaise croissance de l'enfant après la naissance. Voici entre autres les risques sanitaires auxquels s'exposent les femmes qui fument la cigarette. Au-delà des conséquences sur le plan sanitaire, comment le tabagisme féminin est-il perçu sur le plan social? Je ne suis pas contre ces filles-là, je ne les juge pas négativement. Je pense que c'est un choix. Tu vois déjà une fille qui fume, tu te fais déjà une idée d'elle. Parce que la femme, c'est elle qui procrée, c'est elle qui, grâce à la femme, nous avons nos enfants. Et si le tabac doit jouer, et les enfants qui laissent mal former, il y a plein de problèmes que le tabac envoie aujourd'hui. Mon homme l'a vu, je trouve que c'est pas bien. On préfère voir l'homme qui fume, parce que le tabagisme dans nos sociétés est par définition masculin. Socialement, une femme qui fume est déjà dévalorisée et mise à l'écart, il y a une discrimination, il y a toutes les pensées négatives sur elle et autour d'elle. Ah ben, je m'en fous de ça. Complètement, je m'en fous. Mais il faut savoir aujourd'hui que les choses qui sont inaccessibles, ça marche. Le tabac aujourd'hui, dans tout ce monde-là, entier-là, c'est des milliards chaque année de recettes. Si ça ne marchait pas, est-ce que ça allait se vendre comme ça? Sérieusement, dites-le moi. Ah, ça marche. Mais moi, je fume devant mon copain. Il me paye des cigarettes, il m'amène. Je fume ça, mais il sait en tout cas que je ne suis pas une prostituée. Cette situation du tabagisme chez les femmes à Bobo-Dioulasso permet d'avoir une idée de l'ampleur de ce phénomène dans les autres grandes villes du Burkina Faso. Au regard des effets néfastes du tabagisme pour la femme, il est temps d'agir pour changer rapidement cette situation qui risque de paralyser les actions de promotion de la santé et de l'épanouissement social de la femme burkinabé. Une vaste campagne de sensibilisation vient de s'achever à Kaya autour d'un changement de comportement des élèves en matière d'hygiène et d'assainissement. Pendant 2 mois, plus de 20 000 scolaires d'une trentaine d'établissements ont reçu des connaissances sur comment avoir une bonne hygiène. À la fin de la campagne, des prix ont été décernés aux meilleurs élèves. Reportage Lazare Pouya. C'est l'une des sorties officielles de la Fondation Solidarité pour la promotion du développement communautaire à travers cette campagne de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Initiée en avril dernier à travers le projet Parole des enfants sur la pratique des règles d'hygiène élémentaire en milieu scolaire, la campagne a permis à la Fondation de toucher une trentaine d'écoles primaires de la ville de Kaya et récompenser les meilleures écoles et les élèves qui se sont mieux illustrés. Je retiens à cette cérémonie qu'il faut être propre du corps et des vêtements. Avant de manger, il faut se laver les mains au savon et aux sorties des toilettes. On a pu toucher 36 écoles dans la ville de Kaya qui ont 23 441 élèves qui ont vraiment pu assister à cette séance, campagne de sensibilisation sur la promotion de l'hygiène et assainissement en milieu scolaire. Créée en 2010, la Fondation Solidarité est une association de jeunes qui vise l'amélioration des conditions de vie et des populations pour un développement durable. Et pour cette campagne qui a pris fin ce 30 mai, l'initiative a été soutenue par les premiers responsables de la région du Nord et le MCC, Mennonite Central Community. L'hygiène et l'assainissement sont des domaines où il reste beaucoup à faire. Et nous sommes très contents que la FOSPDC ait eu l'initiative de prendre cette sensibilisation en main et nous sommes très contents de les soutenir. Je pense qu'à travers l'école, c'est toute la société et toute la communauté qui est interpellée
à promouvoir donc les comportements sains, des comportements d'hygiène, des comportements donc de propreté qui permettent donc de faire reculer les frontières de la maladie et ainsi donc faire gagner toute la communauté en termes de santé publique. Donc je voudrais ici saluer cette initiative. Galvanisée donc par ces différents soutiens, la Fondation Solidarité entend pérenniser son action. La lutte contre l'excision ne peut porter des fruits que si toutes les populations comprennent le bien fondé de l'abandon de la pratique. Ainsi, les femmes de 10 villages de la région de l'Est ont décidé d'abandonner la pratique de l'excision. Cette nouvelle attitude intervient au terme du programme Yamwekre, initiative de l'ONG Mwangaza Action. Reportage Évariste Kombari. Naître fille, grandir en pays gourmanché et échapper à l'excision relevait jusqu'à hier encore d'une grande chance pour des milliers de filles de la région de l'Est, tant la pratique de l'excision était ancrée dans les habitudes des populations. Et Sukurba Lompo du village de Nayuri est une fille chanceuse. Jamais, nous a-t-elle dit, je ne ferai exciser ma fille. Et les filles de mon âge, poursuit-elle, n'ont pas connu l'excision. L'action du gouvernement et des ONG comme Mwangaza Action ont fini par convaincre plus d'une personne à abandonner l'excision. À Nayuri, dans la commune rurale de Yamba, environ 100 femmes de 30 villages de la région de l'Est ont, au terme du programme Yamwekre, qui leur a permis de saisir le danger que représente l'excision pour elles et toute la communauté, décidé publiquement d'abandonner l'excision. Nous étions dans l'ignorance, mais aujourd'hui, grâce au programme Yamwekre, nous avions compris que l'excision est néfaste. C'est pourquoi nous nous sommes engagés publiquement à abandonner cette pratique. Pour Mwangaza Action, c'est une victoire de gagner sur l'excision. Ce n'est pas maintenant que tout va finir dans les communautés, mais nous avons un grand espoir que les jours à venir, un travail sera fait pour que la communauté reste sur sa décision d'abandonner. Parce que les mauvaises habitudes ont la peau dure, Mwangaza Action sait aussi qu'il faudra demeurer toujours éveillé et surtout fournir d'énormes efforts pour gagner la guerre contre la pratique de l'excision dans la région de l'Est et sur l'ensemble du territoire burkinabé. Un nouveau-né abandonné dans une cour inhabitée a été découvert hier au secteur 10 de Bobo-Dioulasso. La maman de ce nourrisson l'aurait abandonné juste après l'avoir mis au monde dans des conditions précaires. Ce nouveau cas d'abandon de bébé met à l'ordre du jour la question d'une sexualité responsable prônée par les services de planification familiale. Rokia Sanou. Nul ne sait depuis quand exactement ce bébé est niché dans ce tas d'ordures. Seule certitude, c'est qu'aux environs de 17 heures, cet homme a été alerté par des cris alors qu'il procédait à une inspection des lieux en vue d'une location. Quelle ne fut donc pas sa surprise de découvrir dans cette cour inhabitée un bébé de sexe féminin encore lié à son placenta. C'est vraisemblablement là que la mère aurait mis au monde celle qu'elle aura portée pendant 9 mois avant de s'en débarrasser juste à côté. J'ai été alerté par des voisins qui étaient venus dans la cour pour prendre des mesures parce qu'ils voulaient faire des travaux dans la cour. Bon, je suis venu constater avant qu'on cherche à informer la police. Et puis, cet acte-là, moi-même, je suis vraiment touché. Tel point que je ne peux même pas m'exprimer. Environ 1 heure après sa découverte et après les constatations d'usage, le nouveau-né a été conduit dans un centre de santé afin d'y recevoir les premiers soins post-nataux loin de la chaleur maternelle. Qui aurait donc infligé un tel sort au fruit de ses entrailles? Difficile de le savoir. Bientôt, un protocole de partenariat entre le Laboratoire national de santé publique et les promoteurs et producteurs des eaux conditionnées verra le jour. Ce sera un instrument qui permettra au Laboratoire national de santé publique d'effectuer régulièrement des contrôles de qualité dans les unités de production d'eau préemballée. Karim Sissé, reportage depuis Bobo-Dioulasso.
Les unités de production d'eau préemballée se multiplient à travers le pays, mais rares sont celles qui soumettent leurs produits au contrôle de qualité sanitaire. Face à ce constat, le Laboratoire national de santé publique a entrepris un travail de sensibilisation des promoteurs et producteurs des eaux conditionnées. Une sensibilisation avec à la clé un partenariat gagnant-gagnant. Il y a pas mal de producteurs dont on ne connaît pas les sites de production. Il y a pas mal de producteurs qui se soumettent une seule fois pendant plusieurs années au contrôle. Nous voulons mettre en place des protocoles de partenariat où nous allons nous entendre et régulièrement contrôler les productions. Cela va permettre à tout producteur de mettre sur son sachet contrôlé par le Laboratoire national de santé publique. Le protocole que propose le Laboratoire national de santé publique a une durée de validité d'1 année. Il fixera le rythme de contrôle, la quantité d'eau à contrôler et les conditions de vente. Les consommateurs seront informés sur les promoteurs d'eau conditionnée qui